L'acquittement de Donald Trump, un verdict annoncé en dépit d'un brillant réquisitoire des démocrates, les raisons de leur échec. Les républicains qui ont voté en faveur de la condamnation, mis au banc de leur parti aujourd'hui, pourront-ils devenir demain son sauveur? Donald Trump absous, règle ses comptes avec ceux qui l'ont lâché et semble vouloir préparer son retour. Le vieux lion continue de rugir. Joe Biden veut tourner la page et se met au travail avec pour objectif premier faire vacciner un maximum d'Américains et obtenir l'adoption de son plan de sauvetage de 1 900 milliards de dollars. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, et avec Dennis Beaver, avocat et chroniqueur judiciaire à Bakersfield, en Californie. Donald Trump vient donc d'être acquitté. Cela n'a pas surpris grand monde, en dépit d'un réquisitoire extrêmement bien préparé et mené brillamment par les 9 procureurs. Ceux-ci n'ont réussi à convaincre que 7 républicains à se joindre à eux, ce qui est tout de même un record, d'ailleurs, il faut le préciser, pour un procès en destitution. Mais il en fallait 10 de plus pour obtenir la condamnation de l'ancien président. Alors, René Lake, une victoire morale pour les démocrates qui ont largement démontré la responsabilité de l'accusé dans l'attaque contre le Capitole du 6 janvier, mais aussi, d'une certaine façon, une défaite politique. Oui, une défaite politique si on considère qu'au fond, Donald Trump, au finish, a été acquitté. Si on veut le regarder sous cet angle-là, certainement, mais c'était peut-être pas très réaliste de penser que les démocrates arriveraient à mobiliser 17 républicains contre Donald Trump pour le condamner. Mais je crois que, bon, de notre côté, on peut aussi voir la bouteille à moitié pleine, dans le sens où la dernière fois, je disais, il y avait 4 audiences. Donc, la première, c'était celle des 100 sénateurs, en particulier les 50 républicains. Mais les 3 autres audiences, c'était lesquelles? L'une, c'est l'histoire, l'histoire américaine pour l'enregistrement des faits, de la vidéo dont nous avons parlé la dernière fois. Troisième audience, c'est celle bien entendu de l'opinion publique américaine, et de ce point de vue-là, je crois que les démocrates ont marqué énormément de points. Et 4e audience, c'est, j'avais dit, Merrick Garland, qui est le prochain Attorney General, ministre de la Justice, si vous voulez. Eh ben, ça, il y a déjà du mouvement à ce niveau-là, parce que, bon, lui n'est pas encore en place, on ne sait pas s'il va engager des poursuites contre Donald Trump ou pas, mais une chose est certaine, il y a déjà des poursuites qui ont été annoncées cette semaine, et il risque d'y en avoir plusieurs autres dans les jours qui viennent. Donc, quelque part, le résultat est mitigé, je dirais, Claude. Dennis Beaver, pourquoi les démocrates n'ont pas voulu appeler des témoins pour appuyer leur réquisitoire? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Tu sais, ces événements historiques, nous étions vraiment au carrefour de quelque chose jamais vu dans l'histoire. Et ils ont fait, si tu pardonnes ce jeu de mots, une erreur mammouth. Incroyable. Incroyable. Pourquoi ne pas avoir de témoins? Alors là, tu sais, j'ai commencé ma carrière en tant que substitut de procureur, et ensuite avocat. Il faut des témoins. Et il fallait appeler Trump, il fallait l'exiger de venir témoigner. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? J'en sais rien. Donc, une erreur de proportions incroyables. Incroyable.
Trump avait tout de même été invité à se présenter, à témoigner, et il a décliné, ce qui est assez compréhensible. Mais il y a tout de même eu un témoignage qui a été enregistré. Il n'y a pas eu un témoignage physique, mais basé sur une conversation téléphonique de l'élu de l'État de Washington, Jamie Herrera Butler, et c'était un témoignage tout de même extrêmement puissant et particulièrement accablant pour Donald Trump. Oui, 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 mais à mon avis, on n'invite pas. On dit il faut que tu sois là, hein? Il faut venir. C'est ce qu'il devrait faire. Mais oh là là, et dommage, puisque s'il ne vient pas, alors on tôle. Donc ils ont vraiment fait gaffe, à mon avis. Donc, en tant que juriste, vous estimez que c'était une erreur, mais il y a des gens qui disent tout de même, si on avait fait venir, si les démocrates avaient fait venir des témoins, les républicains auraient aussi fait venir des témoins, et alors ça aurait duré presque aussi longtemps que le procès de Bill Clinton ou le premier procès de Trump. Donc, il y avait des arguments valides pour les gens, et pour Joe Biden et les démocrates d'une façon générale, c'était préférable d'avoir un procès assez court. Je voulais vous poser une question à propos du procès. J'ai été particulièrement impressionné par ce jeune élu du Colorado, Joe Negussi, à 36 ans. Ses parents étaient des réfugiés. Et c'était d'ailleurs rencontré Dennis à Bakersfield, et c'est là où Joe Negussi est né. Mais quand je l'ai écouté, j'étais particulièrement impressionné par la façon dont il a mené le réquisitoire. Et j'ai pensé à Barack Obama en 2004 dans son discours de la convention de Boston. Et je me demande, je ne sais pas ce que vous en pensez, René, est-ce qu'il n'y a pas là une star montante du Parti démocrate, peut-être un nouvel Obama? Je ne sais pas si ça sera un nouvel Obama, mais une star, le procès en a fait une star déjà. Vous le voyez, il est dans tous les journaux. Il est présenté comme justement la grande star, avec également Stacey Pasquette, qui est la congresswoman de Virgin Islands. Donc, oui, j'avoue que dans le fond, comme dans la forme, j'ai trouvé également Génégous. Il dit Génégous ici, je n'ai pas très bien compris pourquoi, si c'est Négoussi ou Négous. Mais ouais, il faudra qu'on l'approche un de ces quatre pour lui poser la question. Mais c'est une référence au Négus. Exactement. De toute évidence. Mais je l'ai trouvé excellent dans le fond comme dans la forme, et ça n'a pas, il n'est pas passé inaperçu au niveau du public. Alors, si vous permettez, Claude, très très rapidement, sur l'impact du procès, il faut quand même noter, parce que ça, c'était quand même, à la limite, pratiquement la chose la plus remarquable, ça a été le discours de Mitch McConnell après le vote. Donc, nous interrompons là, René, parce qu'on va y revenir dans bon, d'accord, ok, all right, deuxième séquence. En tout cas, pour ce qui est du procès, en définitive, comme l'écrit le New York Times, faute de n'avoir pu convaincre les sénateurs républicains, les démocrates se sont adressés en fin de compte au jugement des Américains et surtout à celui des historiens. Alors, quelle place occuperont dans les livres d'histoire les 7 rebelles qui sont passés dans le camp démocrate? Nous en discutons après cette pause. Des héros pour certains, des traîtres pour d'autres, 7 sénateurs républicains ont suivi leur conscience et voté en faveur d'un verdict de culpabilité. Mais la vertu n'est pas toujours récompensée, René, et leur parti leur fait chèrement payer leur courageuse décision.
Oui, censure pour la plupart d'eux dans leur état d'origine, présentés dans la presse partisane ou dans les presses partisanes, devrais-je dire, comme des traites, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, bref, attaqués de toutes parts, mais aussi présentés comme des héros par les démocrates, les indépendants, les républicains anti-Trump, et au fond, quelques j'allais dire, gens un peu plus neutres qui sont plus des observateurs de l'histoire américaine. Donc, bon, quel va être leur avenir? Je ne sais pas. Bon, il y en a certains pour lesquels il n'y a aucun risque particulier. Quelqu'un comme Mitt Romney a une telle prise, une telle popularité dans le Utah que bon, il n'y a aucun risque pour lui. Pour d'autres, ça peut être plus difficile, mais on va voir. Mais tout à l'heure, je voulais juste noter que quelqu'un comme le leader des républicains, Mitch McConnell, il ne fait pas partie de ces sept. Mais au fond, le discours qu'il a tenu juste après le vote était encore plus radical, même, je trouvais, que celui des House Managers, des démocrates. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, du coup, il se retrouve dans ce groupe des sept, puisqu'il est aujourd'hui l'objet principal, on peut presque dire, des attaques de Donald Trump. Oui, je voulais justement demander à Denis ce qu'il pensait du comportement de l'ancien chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, qui, comme on dit en anglais, parle de sa bouche. D'un côté, il dit il n'y a pas le moindre doute que Donald Trump est, dans les faits, moralement responsable d'émeutes. Mais de l'autre, il explique qu'il a tout de même voté contre l'acquittement. Il n'a pas voté pour condamner, plus exactement, le président, pour des raisons constitutionnelles. Alors, Denis, quel jeu joue Mitch McConnell? Je ne comprends rien. C'est vraiment un traître pour les Américains. Au lieu de suivre sa conscience, de ce qu'il disait après le procès, il n'a pas voté pour condamner. Alors là, j'ai reçu des courriels de France en me demandant alors qu'est-ce qui se passe avec la moralité vanish in thin air, comme on dit. Complètement incroyable. Mitch McConnell a définitivement rompu les liens avec Trump. Son objectif, c'est de regagner la majorité au Sénat l'an prochain. Hein. Il leur suffit en fait de seulement gagner un siège pour être de nouveau majoritaire. Mais alors, il veut faire ça sans Trump. Le créateur d'Instagram, qui est très proche de Trump, ils jouent fréquemment au golf ensemble, dit non, ce n'est pas possible. Le Parti républicain ne peut pas exister sans Trump. Il ne peut pas gagner sans Trump. Il y a tout de même un petit groupe de républicains qui essaie de ramener le parti à ses sources, si je puis dire, à ses valeurs traditionnelles, à ses principes. Le parti de Reagan, des Bush, et de l'écarter autant que possible de la démagogie populiste d'un Trump. Quelles sont, selon vous, leurs chances de réussir? Tu sais, Claude, le parti républicain ne peut pas exister avec Trump. Il est un vrai danger pour l'Amérique, le peuple américain et le parti républicain. Il est nocif. C'est quelqu'un radioactif. Radioactif, oui, mais qui a tout de même un solide soutien toujours. Parmi les 7 qui ont voté, il y a le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy. Il a dit quelque chose d'intéressant, qui a été repris d'ailleurs par la sénatrice du Maine, Susan Collins. qu'un n'est pas une seule personne.
le Parti républicain repose sur des idées. Donc, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir redonner vie à un parti républicain qui soit plus proche de celui que l'on a connu à travers les décennies, hein? Écoutez, Claude, même si ces dernières années en Europe en particulier, et même ailleurs, je pense à l'extrême est de l'Europe, je pense à un pays comme la Turquie et dans d'autres pays à travers le monde, mais principalement en Europe occidentale, euh, même s'il y a eu une apparition, il y a eu une montée en flèche des mouvements populistes, de pouvoir et de régimes de droite, voire même de droite, d'extrême droite, devrais-je dire, euh, il est très difficile de gouverner de manière aussi radicale dans de véritables démocraties. Il peut y avoir des accidents de l'histoire, on en a connu au milieu du siècle dernier. Espérons qu'on ne va pas retomber dans cela ici. Il y a eu plus de peur que de mal, en tout cas pour l'instant, en ce qui concerne les États-Unis, avec les 4 dernières années que nous avons passées. Mais j'ai du mal à voir comment, je suis un peu de l'avis de Denis, j'ai du mal à voir comment le Parti républicain va pouvoir survivre en étant à ce point dans une frange extrême. Avec quoi 30-35% maximum de soutien auprès des Américains. Je ne vois pas comment il peut redevenir être un parti de gouvernement, un parti qui gouverne et qui est au pouvoir. Alors, mais il faut quand même faire attention parce que vous avez vu, il y a déjà, on parle de plus de 160 initiatives qui ont déjà été prises depuis début novembre, depuis les élections, pour commencer à contrôler et à empêcher en particulier les minorités à voter aux élections de midterm. Parce qu'au fond, le Parti républicain ne peut gagner qu'en étant, comme c'est un parti minoritaire, il ne peut gagner qu'en empêchant le vote populaire. C'est paradoxal. Ils vont aux urnes, mais ils font tout pour qu'il y ait le minimum de votants que possible. Et en général, ils s'en prennent en particulier aux minorités qui le plus souvent votent démocrate. Donc, je pense que c'est là où il faudra faire attention. Mais globalement, politiquement, j'avoue que je suis d'accord avec Denis. D'accord. Le parti peut-il néanmoins renvoyer Trump dans les oubliettes de l'histoire après cette pause? René, Denis, c'est un Trump triomphant qui a accueilli la nouvelle de son acquittement. Il ne semble guère disposé à aller couler des jours paisibles à Mar-a-Lago. Notre mouvement ne fait que commencer, a-t-il proclamé haut et fort. Il n'a pas encore fait savoir s'il compte se représenter, mais il entend jouer un rôle important dans les élections de 1922, de 2022 et de 2024. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Denis? Une bonne question. Actuellement, à New York et dans Géorgie, ils sont en train, ils essayent de le poursuivre pour fraude, pour tentative vraiment de voler cette élection en Géorgie. En face de lui sont des actions civiles. Il n'a pas payé ses dettes. Il est endetté des millions de dollars. Son avenir n'est pas exactement très gai. C'est ce que René soulignait d'ailleurs tout à l'heure. Il y a tout de même un certain nombre de problèmes. Vous faisiez, Denis, allusion à ce coup de fil que Trump a donné aux responsables des élections en Géorgie, dans lequel il lui a demandé de lui trouver 11 000 votes de façon qu'il puisse remporter la Géorgie. Mais René Lec, en dehors de cela, vous le savez, Nancy Pelosi a demandé à ce que l'on ouvre une enquête sur les émeutes du 6 janvier. Elle veut créer une commission semblable à celle du 11 septembre. Oui, on veut, évidemment, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé exactement, mais une enquête, ça va durer une année et dans un an, les Américains ont la mémoire courte.
se souviendra moins de l'attaque contre le Capitole. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à tourner la page finalement et à laisser cette affaire de côté? Oui, écoutez, certaines personnes le pensent, certains analystes le pensent, certains acteurs le pensent, mais de notre côté, d'autres se disent que bon, la commission, l'idée d'une commission indépendante peut être une très bonne idée. L'un des risques, il y a le problème de la mémoire dont vous parliez tout de suite, Claude, mais il y a également le problème de la politisation de la commission. Parce que si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup d'exemples de commissions de ce type, les commissions Clinton sur les relations raciales, etc. Et très souvent, ces commissions n'aboutissent à rien parce qu'elles sont, comment dire, elles sont caporalisées par le jeu politique et du coup, elles perdent toute leur crédibilité et il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus les moyens de mettre en œuvre les parties les plus intéressantes des recommandations de ces commissions. Donc, moi, je crois que pour que cette commission puisse marcher, qu'elle puisse avoir des chances de réussir, il faudrait que ce soit une commission sans élus politiques. Donc ça, c'est déjà sûr. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait avoir des anciens élus démocrates, des anciens élus républicains qui sont crédibles et tout. Même ça, j'avoue que si moi, j'avais la possibilité d'être un décideur sur cette question-là, je ne m'aventurerais même pas sur ce terrain-là. Je prendrais des gens, bon, tout le monde vote soit démocrate, soit républicain, bon, ça c'est le droit de tout le monde, mais je ne prendrais pas des gens qui sont dans l'espace public affichés démocrates ou républicains. J'irais chercher dans les anciens juges, les anciens gens du FBI, de la CIA, des gens qui sont respectés par tout le monde, sans qu'on sache s'ils sont républicains ou démocrates, sans que la question politique ne soit un facteur. À ce moment-là, si on le fait, ça peut avoir un intérêt à la fois pour l'histoire, comme on l'avait dit, mais même pour empêcher le terrorisme domestique, le terrorisme national, le terrorisme d'extrême droite, white supremaciste, l'empêcher de continuer à fleurir dans le pays. Et tu sais, après Auschwitz, Holocauste, on n'a pas tourné la page. Il faut faire une enquête. Il faut que les Américains sachent ce qui s'est passé vraiment, qui était la faute, qui était le numéro un de tout ce qui s'est passé. Il faut le faire. Mais même si la commission, évidemment, mettra en relief toutes les erreurs qui ont été commises, souligneront probablement la responsabilité de Donald Trump, mais est-ce que cela convaincra sa base? Elle lui reste entièrement acquise. Un sondage Morning Consult Politico montre que 59% de ses partisans souhaitent jouer un rôle majeur dans le Parti républicain et 54% sont prêts à voter pour lui s'il se présente de nouveau dans les primaires de 2024. En tout cas, maintenant que le procès en destitution est terminé, Joe Biden souhaite tourner la page et aller de l'avant avec son programme. Les détails après cette pause. Avant et pendant le procès en destitution, Joe Biden s'est tenu à l'écart, laissant l'affaire entre les mains du Congrès. Maintenant que le procès est terminé, il dit qu'il ne veut plus jamais mentionner le nom de Trump. Good luck for that. Il se concentre sur son programme. Le nombre d'inoculations contre le Covid augmente. La majorité des Américains qui le souhaitent pourront être vaccinés, pourraient être vaccinés d'ici juillet. Le plan d'aide, de sauvetage, lui aussi, va son train. La Chambre devrait pouvoir l'adopter sous peu. Au Sénat, évidemment, ce sera une autre paire de manches. Ce qui est surprenant, Denis, c'est l'opposition. Si la Chambre passe le plan, ce sera sans le soutien des républicains, idem au Sénat. C'est un peu surprenant, étant donné que ce plan est populaire autant chez les démocrates que chez les républicains. Alors pourquoi s'y opposer?
Également, c'est une bonne question et toujours politique. Biden voulait que tout le monde soit ami, chercher des compromis, travailler ensemble. C'est pas ce qu'on voit à l'heure actuelle. Le pays est tellement endetté que les gens qui savent ce que ça veut dire ont peur vraiment de ce que ça veut dire pour notre économie. Et donc sont tellement opposent tellement les milliards de dollars que Biden veut donner, même aux gens qui n'ont pas besoin. C'est toujours un peu trop tôt pour savoir ce qui se passe. C'était votre inquiétude d'ailleurs que les démocrates dépensent trop d'argent parce que Ouais. Comme vous êtes républicain traditionnel, un républicain traditionnel, la discipline fiscale est très importante pour vous. Et Oui. c'est vrai que Biden jongle avec les milliards, 2000 milliards pour l'aide au Covid, les syndicats demandent 4000 milliards pour l'infrastructure, etc., etc. Ça fait tout de même beaucoup d'argent. Mais Denis, ça c'est quand les démocrates sont au pouvoir en général, parce que quand les républicains sont au pouvoir, le déficit budgétaire, l'endettement, on n'en parle plus. C'est vrai. C'est la baisse des revenus fiscaux comme on n'en a jamais vu, et on donne à ceux qui en ont encore le moins besoin, etc. quoi. Donc, la situation est un peu inversée, non? Oui, c'est le bouc émissaire. Comment ça? Ceci étant dit, après un mois à la Maison-Blanche, la cote de popularité de Joe Biden est plutôt bonne. Environ 55% pensent qu'il fait du bon travail, 38% sont d'un avis contraire. En tout cas, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Donc, merci René, merci Denis, et merci à notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Merci à vous tous qui nous avez suivis et comme nous vous le disons chaque semaine, nous serons heureux de connaître vos réactions, vos suggestions et vos questions. Vous pouvez les adresser à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcelet à Washington. À bientôt.